Dans un monde médiatique qui privilégie le brouhaha, la culture du clash et du zapping, pas si simple aujourd'hui de faire entendre avec clarté la complexité et la nuance. Pas si simple non plus de prendre de la distance avec les certitudes, tout en respectant les convictions. Et surtout, s'écouter et échanger sans langue de bois. Et ne pas seulement rajouter du bruit. Voilà un défi qui n'est vraiment pas si simple. Pas si simple, le podcast qui promet de l'écoute, du respect et de la nuance. Aujourd'hui, écologie, le temps de la radicalité. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Cécile Duflot, la directrice générale d'Oxfam France. Cette ONG spécialisée dans le développement et la lutte contre la pauvreté est aussi très impliquée sur la question climatique. Pas si simple est proposé par le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines sociales de France. On a mis au point. Animé par Éric Payet, Étienne Pépin et Isabelle de Golemin. Cécile Duflot a toujours placé l'engagement au cœur des choix qui l'ont mené jadis à la politique et aujourd'hui à l'action humanitaire. C'est donc une femme profondément militante que nous rencontrons au moment où de nombreuses actions menées par des collectifs écologistes reposent l'éternelle question, la fin justifie-t-elle les moyens ? Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, 2 novembre 2022. Alors qu'une manifestation est interdite, alors que la justice donne raison à la préfète qui interdit cette manifestation, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que des gens qui veulent par la violence, par la terreur et donc par le terrorisme empêcher l'état de droit de fonctionner, les agriculteurs de vivre du fruit de leur travail. N'ayons pas peur des mots. Les Français, vous savez, ils en ont marre que leurs dirigeants politiques ne savent pas nommer la réalité. J'essaye de nommer la réalité des choses et il y a eu effectivement un certain nombre d'actes qui s'apparentent à de l'éco-terrorisme que nous constatons malheureusement de scènes de plus en plus violentes. Clémentine Autain, députée LFI NUPES, 31 octobre 2022. L'éco-terrorisme, c'est une insulte aux militants de l'écologie et c'est aussi une insulte... Il les inclut pas tous là-dedans. Oui, il parlait des plus extrémistes. Mais il s'agit d'une cause défendue, là, avec une manifestation qui, pour l'essentiel, était bon enfant. Laurent Nunez, préfet de police de Paris, 31 octobre 2022. Les services de renseignement travaillent sur ces individus qui développent une forme de radicalité violente autour de la cause écologiste, enfin telle qu'ils l'entendent eux. Et donc les services de renseignement travaillent sur ces individus parce qu'ils ont un potentiel violent énorme. Et donc un certain nombre d'entre eux sont fichés S, au même titre que des terroristes islamistes, donc de manière à pouvoir être suivis. Certains d'entre eux seulement, évidemment. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, 14 juin 2023. Quand on veut militer pour le climat, on n'arrache pas des salades, on n'arrache pas du muguet. Quand on veut militer pour la terre, on ne harcèle pas et on n'humilie pas les agriculteurs qui nous nourrissent et qui font vivre la terre. Et quand on prétend porter une cause sociale, écologique, humaniste, on s'en prend pas aux gens, encore moins aux forces de l'ordre. On n'organise pas des manifestations interdites. C'est une évidence que vous rappelez. Mathilde Panot, députée et porte-parole du groupe NUPES à l'Assemblée nationale, 21 juin 2023. L'éco-terrorisme n'est là que pour justifier d'utiliser des moyens antiterrorisme contre des militants qui ont pour seul tort d'être plus raisonnables que celles et ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire d'écouter les scientifiques de ce pays et la catastrophe qui s'avance. Benoît Feuillu, porte-parole des Soulèvements de la Terre, 27 octobre 2023. Ce qu'on craint aujourd'hui, c'est plusieurs choses. C'est que le rapporteur public livre une interprétation nouvelle de la notion de provocation, qui soit une interprétation beaucoup plus extensive et liberticide, et qui pourrait faciliter un ensemble de dissolutions qui menacerait l'ensemble du mouvement écologiste et social.
Cécile Duflot, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous ai fait écouter cette petite séquence d'actualité. On voit bien que ce thème de la radicalité qu'on a décidé d'aborder ce matin avec vous, il est à la fois présent dans les moyens d'action qui sont revendiqués aujourd'hui par beaucoup de militants écologistes et aussi par ceux qui dénoncent les actions en mettant plutôt la notion de radicalisation, de radicalité pour le dénoncer en disant qu'ils sont donc désormais en dehors du champ du bien commun et du droit commun, j'ai envie de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous paraît complètement inconciliable ? D'abord, c'est pas très nouveau pour commencer, ce type de débat. Moi, j'ai le souvenir de l'avoir vécu au moment des OGM, mais on pourrait remonter plus tôt. Ce qui est un peu plus grave, c'est que, mais c'est aussi en raison de la tension qui est de plus en plus importante dans le débat public et notamment dans le débat politique, c'est qu'on parle de terrorisme. Et d'ailleurs, quand on l'écoute, c'est toute votre séquence. Ce qui est éco-terroriste, c'est d'arracher des salades et du muguet. On peut trouver que c'est pas très intelligent d'arracher de la salade et du muguet. On peut même penser que c'est pas une action qu'il faut faire, mais c'est pas la même chose que poignarder des gens dans la rue. Déjà, est-ce qu'on peut poser ça une fois ? Il y a aucun écologiste qui revendique aujourd'hui d'assassiner des gens. Donc, je sais très bien qu'il y a une sorte de perte de repères et de hiérarchie à la fois des valeurs et puis de la gravité des événements, mais quand même, je voudrais remettre les choses en place. Ça ne veut pas dire, à cet instant, même qu'on peut être en désaccord avec ça sans considérer que c'est aussi grave. Pourquoi il y a ce double mouvement ? De mon point de vue, parce qu'il y a une aggravation de la gravité de la crise climatique et de la crise de la biodiversité, avec un sentiment qui peut être un sentiment à la fois de désespoir de certains militants, mais aussi de critiques à l'égard d'autres écologistes en les considérant comme pas efficaces, donc sûrement que leur mode d'action n'était pas efficace, et en parallèle, une radicalisation de la réponse sécuritaire de manière globale à l'égard des syndicalistes, à l'égard des manifestations en général, on l'a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi à l'égard des écologistes, et un durcissement dans le discours. Donc si vous mettez ces deux choses l'une en face de l'autre, forcément, ça monte dans les tours. Mais vous avez été à la fois au gouvernement, et puis vous êtes désormais militante au sein d'une ONG, Oxfam. Est-ce que vous arrivez à concilier la notion de droit, ce qui se fait, ce qui est respectable, parce que ça ne se fait pas de détruire des choses, par exemple, tout en militant aussi avec une forme de radicalité. Est-ce que c'est conciliable de respecter la loi et en ayant en même temps une action radicale, franche, engagée ? Alors d'abord, il faut savoir que la loi, par principe, ça change. Donc, et l'histoire même de la désobéissance civile, c'est des moments où des gens n'ont pas respecté la loi, qui était, de mon point de vue, aujourd'hui pas légitime et qui a été considérée d'ailleurs comme discriminatoire. On peut reprendre l'histoire de Rosa Parks, mais c'est une évidence. J'aurais une autre histoire qui est pour moi très marquante, c'est celle du procès de Marie-Claire pour avortement. C'était illégal d'avorter quelqu'un et de se faire avorter. Et elle était jugée, elle, pour ça. Pour un acte qu'elle revendiquait. Elle l'expliquait pourquoi elle voulait le faire. Et donc, elle a commis un acte illégal, mais ça a été une des pierres, et une des pierres importantes pour faire évoluer la loi sur l'IVG. Donc, la question de la légalité, ça dépend à quel moment on la regarde. Est-ce qu'il faut passer par ces moments-là, par ces actes de radicalité, pour faire bouger la loi nécessairement ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a peu de grandes avancées sociales ou sociétales qui sont passées totalement dans le calme. Que ce soit les droits des femmes, j'en ai parlé, mais les suffragettes, il y en a certaines qui commettaient des actes presque violents d'ailleurs. Mais les avancées sociales, elles sont le fruit de mobilisations qui étaient parfois des grandes mobilisations pacifiques, mais c'est aussi des mobilisations qui ont été souvent, sinon brutales elles-mêmes, en tout cas brutalement réprimées. Et si on tire le fil dans l'histoire, des viticulteurs, en passant par les conflits dans les sablières, au début du XXe siècle, toutes les avancées sociales, elles se sont faites dans des moments de tension. Ce droit à la provocation, c'est ça que vous...
Alors, sont convaincants? En fait, moi, je fais ce constat d'abord, parce qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que les choses ont bougé. Je suis une écologiste radicale, parce que je pense qu'il faut s'attaquer au problème à la racine, qui est celui d'un modèle de développement, d'un modèle de production qui n'est pas compatible avec l'habitabilité de la planète Terre pour l'espèce humaine, ce qui est quand même une chose assez importante, voire vitale. Donc, effectivement, qu'il faut aller vite, faire des changements d'ampleur. Donc, dans le passé, comment ça s'est passé? De regarder ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que là où ça a été encore plus efficace pour revenir sur ces mouvements radicaux, c'est moins quand ils étaient le fait de quelques individus très brutaux que quand ils étaient extrêmement massifs et le plus souvent non violents. Alors oui, bien sûr, c'est illégal de faire, de bloquer l'accès à des usines ou à des ateliers, ce qui s'est fait notamment en 1968. Mais ces grèves avec blocage des usines, qui la plupart du temps n'étaient pas violentes, c'est ce qui a été l'outil le plus efficace pour conquérir des avancées sociales. Donc, est-ce que je crois que c'est utile parfois? Est-ce que je pense, parce qu'au travers des soulèvements et récemment, il y a dans le mouvement écologiste une réflexion sur le sabotage, ce qui est encore un pas plus loin. Moi, ma crainte de la part de certaines actions, c'est qu'il y a tout un tas de gens qui sont un peu dans un marais un peu hésitant, et c'est que le problème des actions physiquement radicales, c'est qu'elles braquent pas seulement ceux qu'elles dérangent et les opposants, mais elles peuvent aussi braquer des soutiens qui sont mal à l'aise avec cette dimension-là. Pas si simple. Thème du jour, écologie, le temps de la radicalité. Et voilà. Face aux enjeux de la crise climatique, on entend parler à la fois de radicalité pour qualifier les changements de mode de vie que nous devons opérer, et puis on dénonce aussi la radicalité des militants les plus extrêmes qui essayent de changer les choses. Alors, il y a donc ambiguïté sur le terme, une ambiguïté qu'on va essayer de lever. Bonjour Mariette. Bonjour Eric. On est ravis de vous retrouver avec une question qui n'est pas simple. On a posé en centre de cette discussion la notion de radicalité. J'expliquais à l'instant, il y a une vraie ambiguïté sur la façon dont on entend ce mot, la radicalité. Alors, c'est un des mots les moins bien compris, je crois, de notre ère du temps. Alors, l'ambiguïté vient probablement du fait que nous savons que nous vivons une époque historique, c'est-à-dire une époque épique, où tout est grand. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, la grande transition, la grande résignation, le grand chaos. Tout est grand parce que nous sentons bien que, ben oui, c'est une période extrêmement cruciale. On n'est pas en vitesse de croisière. Alors, de ce point de vue-là, être radical, ben, c'est un degré de plus, hein, dans la manière de considérer notre monde et d'essayer de le penser. Ça, c'est un premier terme de... Et ce qui rend ambiguë la chose, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Parce que le radicalisme, à partir du moment où on met un isme, ça devient une idéologie. On a l'impression que quand on évoque la radicalité, c'est un espace qui se définit, qui exclurait le dialogue, le partage de l'idée, la décision commune. Radicalité, en fait, est à la mode. C'est un mot positif aujourd'hui, qui a une valence positive. C'est bien d'être radical, par opposition à ce qui pourrait être justement plus dans la nuance ou dans l'hybridation, et qui est considéré comme mou. C'est tiède, c'est entre deux. Donc, il y a un bonus positif pour ce mot qui, à mon avis, est très, très embêtant. Alors, pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'on vit une époque qui demande, en effet, qui est très complexe et très instable, et qui donne une sorte de repère, de valeur de repère à ce qui est binaire. On est antagoniste. On est dans un agone, c'est-à-dire un affrontement terrible de plein de choses. Et donc, ce qui permet de comprendre la guerre, la lutte, le conflit entre deux entités est toujours en quelque sorte bienvenu, parce qu'au moins on comprend et on est amené à se positionner. Or, évidemment, eu égard à la complexité des choses, c'est tout ce qui est intermédiaire et bricolé par le bricolage de génie de l'intelligence humaine qui est intéressant, et non pas la radicalité des positions. Alors je suis allé moi-même un peu chercher quand même l'étymologie du mot et je suis tombé sur cette expression radicalité, c'est ce qui renvoie à la racine. Et je dois vous avouer que
ça m'a pas beaucoup aidé. Qu'est-ce qu'on peut entendre là-dedans? Alors, c'est vrai. La racine, radix en latin, mais tout dépend de ce qu'on appelle racine. Quand on regarde justement dans le vocabulaire latin, c'est tout à fait intéressant. La racine, c'est ce qui, fait socle à partir du bas, mais fait fleurir. La racine, elle va vers le haut. Mais ça, c'est dans le monde romain, et on a perdu cette vision-là, parce que nous, dans le monde contemporain, les racines sont toujours dans l'autre sens. On part de nous et on revient à nos racines. Comme si on coupait la tige qui était au-dessus. Absolument, ça produit cela, exactement. Ça, c'est tout à fait une bonne image. On coupe le mouvement et du coup, on se réfugie en effet, soit dans son identité, soit dans son terroir, soit dans son histoire, soit dans son vieux vocabulaire, peu importe. Vous avez aujourd'hui beaucoup de régressions au nom de la racine qui sont vraiment à critiquer. C'est trahir le radical étymologique. Merci beaucoup, Mariette. Pas si simple. Invité du jour, Cécile Duflot. À l'instant, Mariette Darigrand nous disait que ce qui est exclu par la radicalité, ça serait l'intermédiaire, ce qu'on pourrait appeler le mou. Est-ce que ça vous semble juste? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de juste, c'est-à-dire que les positions qui apparaissent modérées, elles sont poussées par les uns dans le camp d'en face et pour les autres dans le camp d'en face. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'adhérez pas, quand vous êtes dans ce positionnement très radical, si vous n'adhérez pas à l'ensemble de la position et à la radicalité de cette position, de fait, vous devenez rapidement, de l'autre côté, un adversaire, voire un ennemi. Donc ça conduit à une cristallisation des positions qui est extrêmement brutale. En gros, quand on parle d'écologie et de climat, vous avez les défenseurs du climat et puis tous les autres participent à l'inaction climatique. Et c'est vrai que, y compris au sein du mouvement écologiste et du mouvement climat, il y a eu des moments de tension entre différentes personnes, dont pourtant la légitimité, y compris historique et réelle, qui, n'exprimant pas la même approche, se sont renvoyés mutuellement à la figure leur absence ou leur trop-plein de radicalité. Se rajoute peut-être là-dedans une dimension générationnelle assez forte, qui est qu'effectivement, on n'est pas dans la même situation, y compris individuellement, face au dérèglement climatique quand on a 70 ans ou quand on en a 14. Est-ce que c'est une étincelle? Est-ce que c'est quelque chose qui se veut être un révélateur, peut-être, puisque ça ne peut pas être la solution en tant que telle, puisque la solution, elle est derrière la radicalité. Certains pensent que la radicalité est la solution. Ça peut être aussi la radicalité dans un autre mode de vie, dans le refus de la consommation, même pas de masse, de la consommation tout court. Ça peut être une radicalité qu'on s'applique à soi, dans son propre mode de vie. Il y a vraiment un panel, quand on parle d'écologie, très large autour de la question de la radicalité. Et il y a certains qui, justement, l'utilisent comme un repoussant en disant « moi, je suis écologiste, mais je suis pas radical ». Et est-ce que, justement, ces différentes postures et la différence de vision qu'ils ont sur la question, notamment de la violence, de la destruction, des sabotages, n'affaiblit pas, en fait, le mouvement? Moi, je pense que quand on est dans cette logique d'attaque d'un ordre établi avec la revendication d'actions brutalement violentes, on a du mal à engager une grande dynamique. D'autant qu'une partie de ceux qui pratiquent ce passage à l'acte violent peuvent le faire sur un peu quels que soient les sujets. C'est-à-dire que le mode d'action est supérieur à la cause. Ce ne sont pas des écologistes qui sont devenus dans un mode d'action radical, notamment à l'égard des forces de l'ordre, par exemple. C'est une vision du rapport à la société, du rapport à l'ordre, à l'autorité, qui prend appui sur différents combats, dont le combat écologiste. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à décrédibiliser le combat, soit parce qu'il est trop mou, peut-être un peu tiède, un peu insipide, soit parce qu'il est trop brutal, trop violent, trop dur? Alors, vous savez, moi, je suis écologiste depuis presque 30 ans maintenant et active. Donc, vu la situation dans laquelle on se trouve, vu l'échec, encore, au moment où je parle relatif du combat écologiste, je ne vais pas dire c'est ça qu'il faut faire et c'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est vrai qu'en tant que... Vous soutenez une voie médiane quand même vieille militante, non, je dis, je suis obligée de regarder avec interrogation. Je
continue d'avoir de gros doutes, et tous les événements récents ont contribué à alimenter cette analyse, que la violence engendre la violence. Y compris dans les mots. Hein. On voit bien, là, maintenant... l'écoterrorisme, mais oui, et donc... on dit fichier S, c'est pas du tout la même chose quand on est des activistes contre les bassines et des djihadistes revendiqués. Pardon, mais il faut quand même essayer de garder les pieds sur terre. Sinon, en fait, tout est dans tout, quoi, et plus rien n'a de sens. Mais ce qui est sûr, c'est que la violence, en règle générale, y compris d'ailleurs dans les organisations, c'est-à-dire que la violence militante, souvent dans l'histoire, elle s'est retournée à l'intérieur des propres mouvements. Il y a un très bon exemple, c'est celui des Black Panthers. Les Black Panthers, donc, ils décident de franchir un cran, notamment en recourant à la violence armée pour lutter contre les discriminations, sauf qu'au final, ça se termine par des violences à l'intérieur même de l'organisation, entre les membres de l'organisation, parce que la violence, c'est un engrenage. Et donc moi, je continue de penser que parfois, on peut avoir recours à la désobéissance civile, mais je pense qu'elle est le plus efficace quand elle est massive et non violente. Pour qu'elle soit massive, il faut engranger une très large adhésion, et je pense que plus elle est maîtrisée et non violente, plus elle engrange une large adhésion. Mais c'est une conviction personnelle, mais c'est pas seulement un a priori et une conviction de principe. C'est aussi expérimenté par des années et des années de lutte écologiste et de constat de celles qui marchaient mieux ou moins bien que d'autres. Est-ce qu'il y a un combat aussi intellectuel, justement une radicalité intellectuelle à avoir pour aussi aller faire la conquête, quoi, par la conviction, par quelque chose de l'ordre de la pensée, quelque chose d'ontologique? Alors d'abord, il y a des pensées qui sont des pensées très radicales sur l'écologie, sur le rapport au monde, sur le rapport à la nature. La réflexion antispéciste, par exemple, sur le fait de considérer que l'espèce humaine est à égalité de l'ensemble des autres espèces. Enfin, il y a plein de pensées qui sont très intéressantes. Moi, je les trouve enrichissantes parce qu'elles nous obligent à nous interroger. Ensuite, la question, c'est comment on passe à l'échelle en termes de gestion des collectivités humaines, que ce soit des collectivités locales, un pays, et aujourd'hui une planète, puisqu'on doit réussir à faire face à ce défi à l'échelle planétaire. Mais c'est toujours intéressant d'être interrogé par des pensées plus radicales. Ensuite, en matière de mode d'action comme de pensée, ce qui fonctionne aussi, c'est la coalition de différentes manières de faire. Notre-Dame-des-Landes, pourquoi à la fin cet aéroport n'est pas construit? Pas parce qu'il y a eu des désobéissants et des zadistes sur le site, pas parce qu'il y a eu des ministres écologistes, pas parce qu'il y a eu des élus locaux extrêmement engagés, pas parce qu'il y a eu des agriculteurs qui venaient occuper le site avec leurs tracteurs, parce qu'il y a eu tout ça. En fait, parce qu'il y a eu, à certains moments, plutôt telle prédominance de l'action que d'autres, mais que tout étant relié dans une forme de respect, et même s'il y a eu quand même des incompréhensions, ça a fini par fonctionner. Et ça a été utile qu'il y ait deux ministres écologistes dans un gouvernement dont le Premier ministre était le principal défenseur du projet. Donc c'est bien, c'est pour ça que qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas bien, c'est difficile de lire. Ce qui est intéressant, c'est quand tout ça se lit, se laisse interroger, et que personne pense qu'il détient un morceau de la vraie croix du combat écologiste contre les autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas forcément une voix, une personnalité qui porte le combat. Il n'y aura pas le Martin Luther King de l'écologie. Mais quand il y a le Martin Luther King, il y a des millions de personnes qui relaient ce combat. C'est-à-dire que c'est pas une seule personne. Et ça, je pense que c'est très important. C'est-à-dire que il faut pas confondre la dimension de leadership, de leader et d'incarnation de l'existence d'un énorme collectif. Voilà. Une notion que soulève aussi Maria Darigrand à l'instant, c'est ce qu'elle dit. Elle dit c'est à la mode. En tout cas, c'est un marqueur de notre culture actuelle. C'est que on a besoin de se repérer avec des choses simples, simplistes. Et au fond, la question de l'écologie tomberait dans les mêmes travers. C'est-à-dire que pour toucher l'opinion publique, il faudrait ne pas faire de la nuance, aller sur des messages simples, voire simplistes. On peut y échapper ? Alors, moi je suis convaincue que oui, parce qu'en plus je suis une apôtre de la nuance, de la non-violence, je l'ai dit, mais aussi du compromis. Parce que la vie en société, mais même dans une toute petite société comme une famille, c'est du compromis. Si vous avez, je le dis souvent parce que comme ça parle absolument 100% de la population,
Vous êtes 4 dans une maison, il y a un seul WC, il y a 2 personnes qui veulent y aller en même temps, elles vont pas y aller en même temps. C'est vécu, ça. C'est du vécu par 100% de la population. Donc, il va bien falloir un moment qu'il y en ait un avant l'autre et qui va dire oui, mais la dernière fois, c'était déjà toi, ok, la prochaine fois. Donc, le compromis, c'est consubstantiel à l'existence des sociétés humaines. Et donc, quand on parle de nuances, on parle aussi de compromis. C'est pas quelqu'un qui va imposer sa manière de voir. D'autant que je suis aussi convaincue que le processus qui conduit au compromis crée l'intelligence collective. Mais j'ai bien conscience que face à certaines assemblées, notamment de jeunes qui sont très déterminés, ils ont envie de me taper sur le bras en disant « t'es bien gentil, mais ça marche pas ce truc ». Ce qui est vrai aussi, c'est que je pense que certaines actions plus visibles, un peu choquantes, elles percent aussi une couche de déni qui, face à la question climatique, est très épaisse. Donc, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose que cette approche-là existe. Mais nous, on le pratique en tant qu'organisation. Oxfam, c'est une vieille dame à l'échelle des ONG. On ne pratique pas la désobéissance civile active, mais ce sont des amis, des frères, des compagnons. Moi, par exemple, le mouvement des décrocheurs de portraits, c'est une action de désobéissance civile qui a eu un impact énorme. Et pour tout dire, quand ils ont commencé leur action en disant « alors l'action qu'on va lancer, c'est d'aller décrocher les portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies », je me suis dit je comprends pas très bien le concept. Sauf que ça a énormément marché. Pourquoi ? Parce que le président de la République s'est vexé qu'on a dit que c'était des terroristes, des super terroristes qui font décrocher des portraits dans la mairie et qui vont ensuite les balader dans les manifs climat. Enfin, on est quand même... Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe au vocabulaire. Ils ont été jugés. Ils ont été jugés pour vol en réunion. Non, mais il faut imaginer. Et 2 tribunaux, je crois, les ont relaxés. Et moi, mon rôle, ça a été d'aller témoigner dans ces procès pour expliquer pourquoi on pouvait considérer qu'ils agissaient en situation de nécessité. Parce qu'en fait, rien d'autre n'avait marché. Et qu'il fallait au moins qu'on avait le droit d'essayer autre chose face à un péril qui est documenté par les scientifiques. Donc voilà, c'est comment on articule ces différentes manières de voir. Et puis comment, y compris quand on est un écologiste ou une écologiste de longue date, ou je parle en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'organisation comme Oxfam, on se laisse interroger par d'autres manières de faire, d'autres manières de penser. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à ces compromis. Pas si simple. Thème du jour, écologie, le temps de la radicalité. Mariette Darigrand nous rappelait précédemment que la radicalité, c'est prendre le problème à la racine pour agir efficacement. Voici les réactions de Marion, militante de Youth for Climate, qui nous a demandé de pouvoir garder l'anonymat, et de Fabrice Bonifay, le directeur du développement durable de Bouygues. Marion, étudiante en environnement et membre de Youth for Climate. La radicalité n'est pas à la mode. Par contre, il y a de plus en plus de personnes qui pensent qu'il faut aller plus loin dans les actions, etc. parce que le gouvernement ne réagit pas aux marches climat, ne réagit pas aux petites actions de désobéissance civile tranquille. Fabrice Bonifay, président du C3C et directeur du développement durable chez Bouygues. Je pense que la responsabilité d'un dirigeant comme moi dans une entreprise, c'est pas de dire ce que les gens ont envie d'entendre, parce que c'est pas l'intérêt de mon entreprise, et moi je suis loyal à mon entreprise, c'est de dire la vérité de la science. Et la vérité de la science nous dit aujourd'hui de changer. Et je pense que plus tôt on aura mis en place des nouveaux modèles d'affaires et de nouvelles solutions commerciales qui seront compatibles avec les limites planétaires, plus l'entreprise Bouygues se portera bien et aura des valeurs morales alignées avec ce que pensent de plus en plus nos parties prenantes. Quand on a une urgence tellement importante, autant aussi importante que le réchauffement climatique, on ne peut pas se permettre d'arrêter les actions parce qu'elles ne marchent pas. Il faut continuer et il faut aller plus loin. Le but, c'est pas d'améliorer ce qu'on a toujours fait, c'est de changer, de dire le monde physique dit qu'il ne faut plus émettre de CO2, il faut mettre en place des modèles d'affaires qui n'en émettent pas. Donc de l'intégrer dans les données d'entrée de la conception, de dire pour mettre en place une nouvelle solution, on va partir du principe que le CO2 c'est 0. C'est complètement aberrant de se dire qu'aujourd'hui, en 2023, on construit encore des autoroutes alors que tous les scientifiques disent qu'il faut absolument sortir du modèle de la voiture individuelle. Et donc, quand le gouvernement n'écoute pas
et nous emmène quand même vers un chaos climatique, on essaye de saboter ces projets. Aujourd'hui, le modèle constructif qui domine, c'est un modèle que vous connaissez, enfin que tout le monde connaît, avec une utilisation d'un matériau extrêmement polluant et qui correspond pas du tout aux obligations que nous avons, nous, dans notre profession, de contribuer à la neutralité carbone planétaire à l'horizon 2050. Donc, ce qu'on a fait, on s'est dit, faut peut-être réfléchir déjà à la nature des matériaux qu'on utilise, d'utiliser plus de matériaux bio et ressourcés, parce que là, il y a moins de carbone. Ça commence par ça. On considère que, justement, il faut une transition qui soit radicale et absolument bouleversante. Et on ne peut pas faire dans la demi-mesure ou dans le bricolage pour arriver à nos objectifs climatiques. L'intolérable, c'est ça qui est la vraie radicalité. La radicalité négative. Ceux qui dénoncent l'intolérable, au contraire, ils devraient être c'est des lanceurs d'alerte, c'est des gens bienveillants, c'est des gens qui essayent de dire non, stop, on ne peut pas continuer comme aujourd'hui, parce que sinon on va dans le mur. À Youth for Climate, on est anticapitaliste, donc on considère que le profit ne doit pas être plus important que nos vies et que la question climatique et que les droits sociaux. Qu'est-ce qu'on peut qualifier de radical, en fait, des gens qui dénoncent l'intolérable ou ceux qui produisent l'intolérable? Moi, ça m'a énormément surpris. Je ne sais pas si vous, qui fréquentez un peu plus ces milieux-là, vous avez déjà entendu ce discours. Fabrice Bonifay, ça fait un moment qu'il a un discours qui, effectivement, n'a rien à envier en termes de radicalité à une grande partie des militants en climat. Ce qu'il dit est parfaitement sensé. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que ce qu'on entend dans la bouche de Marion, c'est de dire, en fait, on a fait des marches climat. Souvent, les jeunes ou les gens qui arrivent à l'écologie disent, OK, en fait, c'est tellement convaincant, vu que c'est scientifique, il suffit qu'on explique aux gens et puis ils vont être convaincus. Et tout d'un coup, ils se cassent le nez sur, oui, mais ils veulent pas bouger quand même. Donc, c'est sûr qu'en 2023, avec en plus les premiers effets assez angoissants pour tout le monde du dérèglement climatique tel que l'annonçaient les scientifiques, mais probablement avec une dimension plus grave et un pas de temps plus réduit que ce qu'ils annonçaient, on se dit qu'on est obligé d'agir. Et que les dirigeants publics et d'entreprises devraient bouger. Parce que oui, bien sûr, il n'y a pas d'emploi sur une planète morte. Il y a des modèles d'affaires d'entreprises qui sont pas alignés avec le maintien sous 2 degrés de réchauffement. On peut se dire que c'est pas des modèles admissibles. Moi, ça ne m'étonne pas d'entendre Fabrice Bonifay, mais ça m'inquiète de voir que tous les dirigeants d'entreprise ne sont pas comme lui, donc n'ont pas fait ce chemin-là. Oxfam, on a une grande activité de plaidoyer auprès du secteur privé, notamment des banques, et on est encore sur des schémas qui sont des schémas pas du tout compatibles avec un monde à moins de 2 degrés. Donc, on peut aussi se dire que, face à ça, une partie des activistes disent, écoutez, ça suffit, tout le monde sait, on n'agit pas à l'échelle, donc évidemment, il faut faire autrement que ce qu'on a déjà fait jusqu'alors. Un mot sur cette jeune femme, Marion, Youth for Climate, ces jeunes qui s'engagent pour le climat. Est-ce qu'ils sont les éducateurs de leurs parents, de leurs grands-parents? Comment vous regardez ce qu'on vient de vous montrer là, et ces jeunes qui sont mobilisés, résistants presque comme leurs arrière-grands-parents Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que je pense que ça a un effet aussi sur un certain nombre de dirigeants. Souvent, moi, j'ai des échanges avec des grands patrons dont certains disent « Ah non, mais quand je vous entends, j'ai l'impression d'entendre ma fille. C'est bon, je sais. » Et donc, évidemment, s'ils ont ça au petit déjeuner, au dîner et pendant toutes les vacances, ça finit par quand même les faire réfléchir. Donc oui, il y a une partie de la jeunesse et une beaucoup plus grosse partie de la jeunesse qui a bougé. Quand vous avez plus d'un tiers de la promo de Polytechnique qui tourne le dos au patron de Total, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose d'une partie de la jeunesse, pas de toutes. Et c'est vrai qu'on trouve plein de jeunes qui disent « Moi, mon sujet, c'est gagner le maximum d'argent, etc. etc. » Mais de fait, quand j'étais, moi, jeune, c'est-à-dire il y a 25 ans, pour le coup, on était 2 à être écolo. À l'ESSEC, je pense. Mais est-ce que c'est un combat générationnel? Est-ce que c'est le combat là, des 18-30 ans aujourd'hui? Alors moi, je ne crois pas que ça doit être un combat générationnel. Je pense que ceux qui sont en position de pouvoir, je m'inclus dedans, ont une responsabilité particulière. En revanche, c'est sûr que quand vous avez 15 ans aujourd'hui,
vous avez sacrément envie de secouer ceux qui sont responsabilités en nous disant vous ne serez pas en situation de vivre les conséquences de vos actes. C'est d'ailleurs l'énorme injustice du dérèglement climatique. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de la dimension écologique du combat, il y a aussi un combat de justice. Parce que les principaux responsables, c'est les générations d'avant ou d'aujourd'hui, celles des pays du Nord, et les principales victimes, c'est des générations de jeunes, voire qui ne sont pas encore nés, et dans des pays qui n'ont pas du tout émis à l'échelle de l'histoire de gaz à effet de serre, ou quasiment pas. Donc il y a une dimension de justice au travers du combat climatique. Et je pense que cette dimension-là va augmenter au fil des années, cette demande de justice. La radicalité, elle est justement l'un des marqueurs de ces jeunes militants. C'est ce sentiment d'injustice, sans doute, qui les amène à ne plus croire dans d'autres formes d'expression, même politique au sens classique du terme. Alors, c'est pas non plus une originalité que le militantisme des jeunes soit plus radical que celui de leurs aînés. C'est un moment qui peut être un moment où on fait encore plus corps avec ses engagements. Mais ce qui est sûr quand même, c'est que les jeunes militants écologistes d'aujourd'hui, ils peuvent regarder 20 ans, 30 ans de militantisme écologique. Et ils peuvent dire, en fait, les méthodes d'avant, elles n'ont pas marché. C'est peut-être de votre faute, pas de votre faute, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Donc, je trouve impossible, de la part de ma génération, de mettre une espèce de croix avec les deux mains en disant pas de son, pas d'image, on ne vous écoute pas. J'essaye de dire et de continuer de dire que ce que je disais sur le danger de la violence, mais sur la nécessité de la radicalité ou sur la volonté de rompre complètement avec le système et de vivre de manière complètement différente, honnêtement, je peux très bien comprendre ces démarches de la part de certains jeunes. Très, très bien. Et je me demande d'ailleurs souvent, si moi j'avais 20 ans aujourd'hui, est-ce que je parlerais comme je vous parle là tout de suite? Peut-être pas, mais il se trouve que je suis aussi nourrie par des années d'expérience et par le fait d'élargir la focale. Parce que quand on est dans ce monde militant, on n'est qu'avec des gens qui pensent pareil. Sauf que dans le monde en général, et même dans une même génération, il y a des gens différents. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même à focaliser le regard sur cette jeune génération et de lui répondre « oui, vous les jeunes » et d'avoir un regard un peu condescendant d'une génération un petit peu plus ancienne? Vous êtes sympa quand vous dites condescendant, c'est plutôt du mépris. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que, vu qu'on va toucher au débat sur la justice, un jour, une partie de ces gens, et notamment ceux qui sont en situation de diriger, ils seront comptables de leurs actes ou de leur inaction. Et donc, je me dis, la vie répond, hein. En règle générale, la vie répond. Et je trouve qu'ils sont un peu imprudents. Rencontre Lumière sur École, c'est par là. Pas si simple, direction Place de l'Hôtel de Ville, à Paris. On est dans un tiers-lieu, les Arches Citoyennes, c'est juste en face de l'Hôtel de Ville de Paris, à côté de Notre-Dame. En fait, on va rencontrer ce dimanche après-midi les militants de 3 ONG, Greenface, XR Spiritualité et Lutte et Contemplation. Frédéric, du coup j'étais déjà venue une première fois à Greenface. Du coup ce soir on va être présent devant une des tours totales à la Défense. Et on veut montrer que finalement les spiritualités, on est là, on est présent pour montrer qu'on est contre ce projet qui est finalement destructeur pour la population locale, mais finalement l'humanité aussi entière. Aïdan, vous avez demandé si ça valait la peine. Je pense qu'il y a vraiment le côté de... On n'est pas que là aussi pour les êtres humains ou pour la biodiversité, on est là devant Dieu, quel nom on met dessus, ou n'importe quelle autre forme on a de le voir. Je suis là et je veux dénoncer une partie du mal dans le monde de cette manière aujourd'hui, et je suis là devant toi aussi. On n'a pas besoin d'être regardé par le monde, on le fait aussi pour être là devant lui. Voilà. Bon, donc là, c'est la répétition de la manifestation de tout à l'heure. Celui qui dirige, c'est Martin Kopp. Il est le coordinateur français de Greenface International. Et théologien écologique protestant. Alors ce qu'on essaie de faire, c'est de construire un espace activiste ou militant, au sens noble du terme, en France pour des croyantes et des croyants de différentes traditions. Et on est conscient que ça, c'est quelque chose d'un petit peu neuf, même si ça fait maintenant 2 ans qu'on est engagé sur cette campagne-là. Mais pour beaucoup de personnes, c'est une première. Et que, comme dans le chemin de la foi, il y a un chemin de l'engagement aussi un peu activiste. Ça se fait pas à pas. Et il est important, aux divers moments, de proposer
soit des actions qui sont plus puissantes et qui assument, par exemple, la désobéissance civile et d'être un peu plus cash dans le message et plus bousculant. C'est jamais violent, mais ça peut être bousculant, interpellant, comme les prophètes dans l'Ancien Testament. Et il faut aussi des actions pour des gens qui, même pour la première fois, simplement de faire quelque chose qui interpelle une multinationale est un vrai pas. Et ces deux modes d'action-là, je ne les opposerai pas. Parfois, c'est séquencé. Pour les uns, on commence ici, puis on va là. Et puis, de manière générale, on sait que dans le mouvement climat, y compris de manière religieuse, eh bien, il faut marcher sur ces deux jambes. Et les deux jambes, ça peut être s'opposer, ça peut être proposer, ça peut être faire des choses très inclusives, ça peut être faire des choses qui sont plus bouleversantes, mais où on est moins nombreux. Voilà, c'est dans cette pluralité-là qu'on est fort. Plus chaud que le climat. Yes. 16h30, on arrive devant la tour Total Énergie. Alors ça y est, c'est par là? C'est le rassemblement ICOP? C'est Nassimo. Donc là, si je comprends bien, c'est pas manifester contre, c'est danser pour. Ouais, exactement. Pour des valeurs d'écologie, principalement. Il est 18h passé, ça y est, les militants sont en train de ranger leurs affaires. Et là, on est interpellé par un jeune homme, c'est Benoît. Je pense qu'il y a 3 ans, j'aurais jamais imaginé de me retrouver là. Puisqu'il y a 3 ans, j'étais dans la tour en face, la tour EDF. Mon rapport au monde était complètement différent. Je crois que c'est Saint Paul qui dit vous êtes tous les membres d'un seul corps. On a tous une place. C'est vrai que moi, pour l'instant, j'ai pas vraiment, je pense, un rôle à jouer dans des actions violentes ou en tout cas dans des actions extrêmes. Parce que moi, je distingue vraiment radical d'extrême. Pour moi, radical, c'est aller à la racine et je pense que mon action est très radicale puisqu'elle invite finalement les personnes à se réinterroger sur leur rapport au monde. Mais effectivement, j'ai encore jamais bloqué d'autoroute, j'ai encore jamais... c'est pas mon mode d'action, mais je pense que malheureusement, on est arrivé à un stade où ces actions sont nécessaires. Mais effectivement, jusqu'à aujourd'hui, je les ai pas portées. C'est pas mon mode d'action. Pas si simple. Thème du jour, écologie, le temps de la radicalité. Un podcast présenté par Éric Payet, Étienne Pépin et Isabelle de Golemin. Invité du jour, Cécile Duflot. Voilà, et pendant que nous écoutions ce reportage de RCF, Isabelle a changé pour venir nous écouter. Isabelle, vous avez entendu l'ensemble de cette discussion, mais c'est vrai que cette question de la motivation de s'engager à travers la foi, ça va être votre sujet maintenant. Effectivement, vous avez bien fait un tableau de la radicalité en matière écologique en parlant de désobéissance civile, de dimension générationnelle, d'urgence, d'injustice, d'action collective aussi. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui à mon avis rejoint à la fois la radicalité et la religion, c'est ce qui est de la conversion. On parle d'une conversion écologique. Et c'est un terme qui peut avoir aussi un sens très spirituel, un sens très religieux. Et il y a pas mal d'observateurs qui disent, tiens, dans l'écologie, il y a quelque chose aussi d'un peu religieux, ou de quelque chose d'un peu spirituel. Donc là, on a entendu des militants qui se battaient au nom de leur foi. Alors là, peut-être la première question, c'est est-ce que ça vous paraît abscon, gentil, utopiste, ou vous pouvez comprendre ça? Et puis la deuxième question, c'est effectivement l'intérêt de la foi. Dans la radicalité de la foi, c'est aussi qu'on est dans un espèce de système. C'est-à-dire qu'on ne se bat pas tout seul, mais on se bat pour que l'ensemble du monde aille mieux, et notamment, alors vous avez prononcé tout à l'heure le mot d'injustice, mais notamment parce que tout est lié, on se bat pour ceux qui seront les premières victimes de cette conversion écologique, enfin de cette détérioration du climat. Donc est-ce que vous avez le sentiment que les religions sont un apport important dans la réflexion écologique? Donc 2 questions. J'observe cette naissance-là. Pour moi, il y a un moment de bascule assez particulier qui est l'encyclique Laudato Si, qui a montré un pape, donc un représentant religieux, donnant une parole extrêmement forte et puissante, et continue d'ailleurs depuis, sur la question de l'écologie. Pour les mouvements dont vous parlez, j'ai assisté à la naissance de l'un d'entre eux, et je comprends que c'est le moyen pour ces membres de relier 2 éléments très forts chez eux. Et c'est assez simple parce qu'on parlait tout à l'heure des mobilisations diverses et variées, de la désobéissance civique. La mobilisation et les choix d'engagement et la source de l'engagement, elle peut être de différentes natures, mais elle est souvent appuyée sur un socle de valeurs qui est profond, et ce socle de valeurs, il peut venir de la foi. Enfin,
Martin Luther King, dont on parlait, c'est l'exemple typique de ce lien entre un socle de valeurs et la traduction et l'incarnation d'un leader extrêmement engagé et visible. Donc, il n'y a rien qui me paraît antinomique. Et ce qui est intéressant dans le mouvement climat, c'est qu'il y a plein de sources, en fait. Il y a plein de manières différentes d'arriver. Revenir à la racine. Oui, c'est ça, mais exactement. Donc les racines du mouvement climat, ça n'en est pas qu'une seule. Oui, mais alors on pourrait se demander en quoi est-ce que, par exemple, lutter contre le réchauffement climatique, ça a à voir avec la spiritualité ou avec la foi. Ça paraît quand même, d'un côté, il y a des aspects scientifiques, etc., techniques. De l'autre côté, il y a une dimension spirituelle. Pourquoi est-ce que ça peut se... Ces aspects scientifiques et techniques, ils seraient, j'allais dire, prédominants si on suivait toujours ce qui est indiqué par la science. Mais le principe même de la vie des humains, c'est qu'on a toujours tenté de s'abstraire de ça. Et en matière climatique, c'est encore plus évident. Donc, la question qui se pose, c'est celle du rapport à la nature, du rapport aux générations futures, du rapport à son empreinte sur la Terre, qui tangente rapidement les questions de morale et de rapport au monde. Parce qu'au final, la question de la manière dont on habite notre espace, dont on habite la nature, dont on consomme ses ressources, dont on se considère comme une espèce qui est différente des autres espèces, évidemment que ça pose la question des soubassements de valeur de ce positionnement. Et d'ailleurs, ceux qui s'opposent à la prise en considération de l'impératif climatique le font souvent sur des raisons très individualistes, de confort personnel, de plaisir d'immédiateté, qui, de dire si moi je peux bien vivre et s'il fait plus chaud, moi je pourrais toujours me payer la clim et tant pis pour ceux qui meurent de faim dans le Sahel. À rebours, on voit bien que c'est aussi un autre système de valeurs. Vous n'en faites pas mystère, vous avez eu un engagement dans l'Église quand vous étiez jeune, vous étiez assez proche vous étiez même à l'Action catholique, et ensuite vous êtes devenu écologiste. Est-ce que vous personnellement, c'est une filiation qui est apparue naturellement ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites comme ça, ou alors c'est simplement vous avez grandi, puis vous avez dit non, là il y a un combat qui mérite que je m'y engage, etc. Ou est-ce qu'il y a un fil rouge dans ces deux engagements? Alors, il y a un fil dans mon engagement, mais j'allais dire que le lien que j'identifie dans mon enfance et dans ce par quoi j'ai été nourrie, il est plus au travers du combat pour la justice et pour la justice sociale. Donc, son versant, j'allais dire le versant justice avec les pays du Sud et les plus vulnérables du combat écologiste, que juste la dimension scientifique. D'autant que jusqu'à Laudato Si, la préoccupation de l'Église catholique pour l'écologie était quand même plus que ténue. Donc, il y a eu Saint-François, mais bon. Oui, c'était pas du tout il y a toujours eu à l'agenda. Donc moi, ce qui était mon militantisme de jeunesse, marqué l'écologie, le féminisme et la question des prisons, qui était très importante pour moi, elle n'était pas au cœur de ce qui faisait vibrer l'Église catholique, dont j'ai été extrêmement éloignée. Donc, est-ce que les valeurs de l'Évangile portent en elles un lien avec l'écologie ? Des gens près de moi sont tout à fait capables de m'en faire la démonstration, mais je dois dire que c'est pas ça. Moi, c'est vraiment pour le coup la réflexion scientifique de ma mère, qui était scientifique, et la réflexion que j'ai été obligée d'avoir, puisque mon père n'avait pas du tout la même. Donc j'ai été obligée de chercher à comprendre par moi-même où était la vérité scientifique, et force est de constater qu'elle était du côté de ma mère, et que c'est comme ça, j'allais dire, et aussi avec quelques années à l'ESSEC, à la fin des années 90, qui était vraiment l'époque phare du marketing, du gaspillage, et la lecture d'André Gorz, c'est ça, le creuset de mon écologie. Et j'ai plutôt été surprise par le fait que, quelque part, là, je parle à titre exclusivement personnel, cette vieille histoire qui était l'Église catholique pour moi puisse venir me rattraper par la main avec ce nouveau pape. Mais c'est pas là que... Et ce qui est différent, je pense, pour d'autres générations, et notamment tous les jeunes dont vous parlez, de ceux de Lutte et Contemplation, qui ont grandi dans une église qui était déjà préoccupée de cette question. Alors, je dis préoccupée, pas toute l'église catholique, parce que j'ai des échanges avec un certain nombre de personnes, je vois bien que le chemin n'a pas été parcouru aussi rapidement par le pape que par l'ensemble de ceux qui sont censés s'y référer. Le pape a du coup fait un nouveau texte pour justement... enfoncer le clou. Enfoncer un peu le clou. Et dans ce texte, il dit notamment
que ce serait suicidaire de ne pas croire à l'action collective et à l'action politique, et qu'on est là aussi pour exercer une saine pression sur les politiques, que ce soit les COP, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'Union européenne. Comment vous situez par rapport à l'action politique? Est-ce que vous avez l'impression que c'est là qu'est la clé, ou c'est plutôt au niveau du comportement individuel, ou alors des entreprises? Alors, c'est clairement pas au niveau du comportement individuel uniquement. Là, pour le coup, des scientifiques l'ont montré. En France, c'est 25% du chemin qui serait accompli si on était exemplaire individuellement. Les 3/4 dépendent de politiques publiques. Donc oui, moi, je crois plus que jamais en l'action politique et en la responsabilité des politiques. C'est aussi pour ça qu'on a lancé l'affaire du siècle et porté plainte contre l'État. Donc c'est une évidence qu'on a besoin d'une action collective concertée. On a besoin que les entreprises bougent, on a besoin que les règles de comptabilité bougent, on a besoin que l'ensemble de ces sujets puissent nous faire prendre le virage d'un modèle de développement soutenable et qui fait énormément baisser nos émissions de gaz à effet de serre. C'est une certitude. Et le cadre démocratique, pour vous, est un bon cadre? Parce qu'il y a des gens qui disent on irait plus vite finalement en dictature, au moins on obligerait tous les gens à agir d'une certaine manière. Je pense c'est très radical. Alors moi, je ne crois pas du tout à l'efficacité dans la durée des dictatures. À part la Corée du Nord, on voit bien que c'est traversé par des soubresauts, et encore jusqu'à quand? Enfin, jusqu'à quand? Mais et au-delà du fait que je pense que l'écologie, c'est aussi une voie d'émancipation. Donc c'est totalement contradictoire. Ensuite, la question de comment on met en branle la démocratie, comment on arrive surtout à remettre du long terme dans un système qui est marqué par des élections très régulières, ça c'est une vraie interrogation. Mais je suis sûre que c'est possible. On a été capable de lancer des projets de très long terme dans un cadre démocratique. Donc on doit pouvoir recommencer. C'est pour ça que la crispation du débat public, la tension, enfin comme le niveau d'échange, d'insultes même qui existe, je pense que c'est aussi une forme de, à mon avis, d'angoisse vis-à-vis de la responsabilité collective de l'ensemble des politiques aujourd'hui. D'angoisse et de désarroi, parce que, en fait, ce que montrent toutes les enquêtes, tous ces jeunes qui se battent pour l'écologie, il y en a très très peu qui veulent faire de la politique. C'est-à-dire qu'eux n'y croient pas. Et finalement, des mouvements radicaux, parfois, c'est juste... c'est l'anti-politique. Alors après, je crois pas que ce soit l'anti-politique, parce que je pense que tout ça résonne. Mais c'est aussi un chemin. C'est-à-dire que si on prend le parcours de quelqu'un comme Marion, elle dit « on a fait des marches climat, ça marchait pas, donc on est passé à un stade. » Et puis, je pense que la suite logique, ce sera de dire, en fait, vu que les dirigeants politiques ne font pas ce qu'on souhaite qu'ils fassent, il faut qu'on prenne leur place. J'allais dire que, à mon avis, l'évolution, la prise de conscience va être, pour cette génération, ce chemin-là. Et je pense que c'est assez juste, parce que là, même avec une grosse mobilisation, même avec la Convention citoyenne pour le climat, où là on dit, regardez, on va prendre la société française représentée de façon démocratique, enfin complètement représentée. À la fin, ils font un scénario qui est ambitieux et qui n'est pas repris en compte par le pouvoir politique qui lui-même les avait... Et vous-même, vous avez quitté le domaine politique? Alors, l'action d'Oxfam, c'est pas une action qui n'est pas politique, c'est une action politique avec un grand P, comme avait coutume de dire l'ancienne directrice d'Oxfam International, c'est-à-dire de croire en l'action collective. Nous, on défend le pouvoir citoyen. Et dans l'histoire, Oxfam et d'autres organisations, quand même, contribuent à faire bouger des choses. Le débat tel qu'il a lieu à la COP est intéressant. C'est qu'il y avait à la fois beaucoup d'activistes, beaucoup d'ONG, beaucoup de sociétés civiles et beaucoup de lobbyistes. Alors plein de gens se sont indignés de la présence de 2500 lobbyistes, alors qu'il n'y en avait que quelques-uns il y a 20 ans. Moi, je le prends différemment. Je pense que s'il y a besoin d'autant d'argent et d'autant d'énergie de la part des lobbyistes du secteur pétrolier, c'est qu'ils sentent que la pression devient de plus en plus forte. Ça empêche que vous avez le sentiment que vous êtes plus efficace à Oxfam que comme ministre? Non, je pense pas ça. J'ai toujours dit, moi j'ai arrêté de faire de la politique avant d'être cynique ou désabusé ou alcoolique, comme beaucoup de politiques.
Mais donc c'est un choix personnel, c'est pas du tout, je dis pas qu'on est moins utile quand on est en responsabilité, et je dirais même le contraire. Moi, après des années de chef de parti, ce qui est quand même un rôle un peu particulier, d'opposante, parce que c'était Nicolas Sarkozy qui était président de la République, mais 2 années comme ministre, ça m'a vraiment réconcilié avec la capacité de transformation de la politique. L'encadrement des loyers existe toujours, on va fêter les 10 ans dans quelques semaines. Donc, non, ça peut faire bouger les choses. Et je dis pas qu'un jour, je ne referai pas de la politique. Je suis très rechargée en énergie, en gens sympathiques, en ambiance de travail chaleureuse et en pas d'insultes. Donc, j'ai été nettoyée d'années difficiles. Mais je crois profondément à l'action politique. Oui. Et il faudrait peut-être convaincre les jeunes de ces mouvements radicaux qui croient aussi en l'action politique, ou en tout cas que ça peut être une bonne manière d'agir. Alors, il y a un vrai sujet autour des écologistes en général, avec une défiance très grande à l'égard du politique, mais qui est historique, parce que dans les années 70, au moment où l'écologie naît, le pouvoir politique est à peu près orthogonal en termes de valeurs. L'intérêt général, c'est de faire passer des autoroutes, des TGV tout droit, c'est le nucléaire, et que la réflexion écologiste de l'époque est vraiment extrêmement regardée avec dédain, avec un total dédain. Du coup, le mouvement écologiste s'est créé en défiance à l'égard notamment du niveau national, et a dit il faut faire les choses au niveau local, au niveau régional. Et du coup, il y a cette vieille mémoire des organisations qui est cette défiance à l'égard de la politique au niveau étatique. Mais je pense que les choses évoluant, ça se dépassera. En tout cas, on en a besoin. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle planétaire, même si on voit Lula bouger sur un certain nombre de sujets, il n'y a pas encore eu de dirigeants élus avec un véritable agenda écologiste à la tête d'un pays. Merci beaucoup, Cécile Duflot, d'avoir passé ce temps avec nous. Merci Étienne, merci Isabelle. Et puis, je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast en version vidéo et en version audio sur les plateformes du Jour du Seigneur, de RCF et des Semaines sociales de France. Et puis, on vous donne rendez-vous très bientôt. Pas si simple. L'écologie, le temps de la radicalité. Un podcast produit par le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines sociales de France. Présenté par Éric Payet, Étienne Pépin et Isabelle de Golemin. Réalisé par Georges de Genevray. Prise de son, Laurent Schwartz. Reportage, Jérôme Tournier, Valérie-Anne Maître. Montage son et mixage, Julien Alves. Documentation, Claire Latuile. Production et voix off, Frédéric Niquet-Châtelet. Archives, BFM TV. France Info, Public Sénat, AFP. Musique, Mima Musique.